Salut à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV pour notre semaine, la Labo Week qui se déroule tranquillement. Vous le savez, chaque jour, jusqu'au 5 novembre, 01 TV vous aide à faire les bons choix high-tech. Et après donc la maison connectée, après le son, après la télé, on s'attaque aujourd'hui à un gros morceau. Jérôme, bonjour. Salut François, très gros morceau, le cœur de notre passion, l'informatique pure et dure. On va parler PC et gaming, donc on va parler PC de bureau, PC portable, PC pour jouer, accessoires PC. Vous allez tout comprendre et on va vous aider à voir ce qu'il y a de plus intéressant dans cette forêt de produits. Voilà, quel type de machine choisir pour cette fin d'année, à quel prix aussi, bien sûr, on va essayer de vous guider avec nos invités. Bienvenue dans le Tour de la question sur 01 TV, spécial PC dans cette Labo Week. Et évidemment, je vous présente tout de suite nos invités. Nous avons avec nous aujourd'hui pour ce tour de la question Charlotte Massico. Bonjour Charlotte. Bonjour. Directrice multimédia et gaming Fnac Darty. À vos côtés, Adrien Branco. Bonjour. Salut Adrien. Salut à tous. Journaliste à 01net.com, vous le savez, et l'une des cartes maîtresses, le Joker. Adrien. Il y a un petit côté de Joker d'ailleurs. Tu trouves? On me dit plus que je ressemble à un Marine, c'est un Joker, mais ok. C'est très gentil. Non, c'est pas très gentil. Bref, tout ça pour dire que l'une des expertises d'Adrien, évidemment, c'est le PC et on va en parler avec lui. Et nous avons aussi notre premier invité. Exactement, c'est Jonathan Angel. Bonjour. Bonjour. Directeur marketing et communication d'Asus France. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera aussi aux nouveautés Acer en deuxième partie de ce tour de la question. Parce que les Taïwanais innovent. Oui, les Taïwanais ils fabriquent et ils innovent. Jérôme, en introduction, tu nous as fait une jolie présentation PowerPoint de un quart d'heure sur le marché du PC. Nous t'écoutons. Je vous en prie. Allons-y. Donc, juste un petit mot pour vous dire, effectivement, pour vous brosser le contexte, le marché du PC, on peut dire que c'est encore un marché qui a largement profité de la crise du Covid. Alors d'abord, il y a eu un creux pendant les confinements, et puis après, on va en parler avec nos invités. Tout d'un coup, tout est reparti. Un chiffre, en effet, début 2021, on était à plus 55% de ventes. Et déjà en 2020, on était quand même sur quelque chose qui était pas mal. Sur les PC de gaming, plus 13%. Et sur le marché global des PC et aussi des écrans. D'ailleurs, d'une manière générale, tous les accessoires qui vont avec. Ça aussi, ça monte. C'était plus 16% l'année dernière. Ouais. Charlotte, c'est vrai qu'on a eu effectivement une poussée des ventes de PC, Jérôme le disait. C'est vrai que le PC était rentré un peu dans nos mœurs, finalement, on en avait un à la maison, on s'en servait un petit peu, comme ça de temps en temps. Et puis, il y a eu le confinement, on s'est rendu compte que finalement, avec ce type de machine, on était obligé d'en avoir une, performante en plus. Et donc, forcément, il y a eu une explosion des ventes. Qu'est-ce que ça donne en 2021 ? Il y a toujours cette progression ? Oui, tout à fait. On est plutôt super étonnés. Enfin, étonnés, on avait déjà 2020 où on avait compris qu'il s'était passé quelque chose. Parce que, comme vous le disiez, les consommateurs se sont rendus compte qu'on était obligé d'avoir un PC aujourd'hui à la maison et pas qu'un. Puisque aussi avec le confinement des élèves, les élèves sont mis à travailler à la maison. On ne pouvait pas avoir juste aussi un PC qui faisait juste regarder Internet. Il devenait un outil de production à la maison. Donc ça a complètement changé la vision des consommateurs sur le PC. Et on a vu donc les consommateurs s'équiper, se rééquiper, se multi-équiper. Et on est toujours dans cette tendance de fond. Et qui plus est, maintenant, ils vont vers des produits de plus en plus performants, donc un petit peu plus chers, qui correspondent encore mieux à leurs usages. Et donc, c'est là où on peut dire que, normalement, ce marché a encore un bel avenir devant lui. Qui est boosté par le télétravail aussi, parce qu'il y aura un après-Covid, et on voit que le télétravail s'installe de manière durable dans le quotidien des Français. Et donc, forcément, on aura toujours besoin d'une machine, on va dire, correcte à la maison, quoi. Exactement, le télétravail maintenant est de mise, on l'a tous vécu, on continue à le vivre, il va s'installer durablement et donc ça veut dire qu'il faut à la fois avoir une machine performante, l'associer aussi à des services, à des bons accessoires, comme je disais, au bon écran, enfin on s'installe chez soi de manière confortable et comme je vous le disais, il nous faut un outil assez performant pour pouvoir répondre à tout ce qu'on fait, donc c'est pas juste de la visio, c'est travailler sur du PowerPoint, du Excel. Le mot qui est important, c'est confortable. Parce qu'on est toujours dans la course aux composants, ici on fait des benchmarks, on fait des tests, on teste les processeurs, tout ça, et le mot-clé là c'est confort. Effectivement, quand on commence à passer toute la journée dessus, on se rend compte que
Ah ouais, j'ai pris dans la fiche technique les plus jolis composants, mais en fait, il était assemblé à 699 €. J'aurais dû aller chercher un peu plus loin pour avoir la webcam bien placée, de bonne qualité, un clavier plus confortable, un écran plus grand. C'est le confort. Quand on finit par passer 8 ou 9 heures dessus, on est plus sensible à cet élément. Oui, ça de devient un confort. investissement Et finalement. oui, parce qu'on se rend compte que la définition, on vous bassine en vous disant non, 1366, c'est pas une bonne définition. Prenez le minimum du Full HD. Les articles qu'on a écrits sur, vous savez, 3,5. Cette fameuse ce rapport d'image qu'il y a sur les surfaces, notamment de Microsoft. Vous savez que c'est pratique au quotidien. Oui, si on passe 1 heure dessus, on s'en fiche. Mais quand on commence à passer 8 heures avec des documents côte à côte, la qualité de l'équipement et finalement le côté positif pour un journaliste tech de ce Covid, c'est tout ce qu'on essaie de faire passer en message, hors les chiffres de performance des processeurs, en confort, en usage, là, je pense qu'ils sont bien passés, oui. En termes de budget, on a une idée des dépenses. Vous disiez, les gens consacrent plus finalement de budget. Peut-être aussi parce qu'ils peuvent se le permettre grâce aux économies qu'ils ont fait pendant les confinements. Mais c'est quoi le ticket moyen ou le panier moyen? On va dépenser combien pour un équipement? Il a beaucoup augmenté. Alors forcément sur le marché, il me semble que c'est aux alentours de 550 € et que ça a pris 50 à 60 € ces derniers mois. Donc on voit vraiment qu'on est dans cette mouvance. Mais je veux revenir aussi là-dessus. Effectivement, le confort, mais on va aussi du coup sur des choses très particulières. Avant, on ne parlait que de configuration. Aujourd'hui, on va parler notamment écran OLED. On va parler de choses qui correspondent vraiment à un usage d'une personne à la maison. Puisque, comme je vous disais, on est multi-équipé. On va avoir le PC peut-être un peu plus entrée de gamme, mais quand même assez performant et confortable pour les enfants. Et puis celui qui va permettre de faire du télétravail à côté. Donc voilà. Et on voit vraiment que les clients s'attachent à un style de châssis, à un nouvel écran, à un processeur plus performant. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle de ces derniers temps. Mais c'est toujours le portable qui est le produit roi. Alors, c'est toujours le portable qui est le produit roi, parce qu'on parle de télétravail, mais les gens quand même se déplacent avec dans la maison. dans la maison, exactement. Exactement, parce que tout le monde ne peut pas avoir son bureau bien défini. Donc effectivement, c'est toujours le PC portable, même si le PC de bureau a profité également de l'embellie de ces derniers temps. Adrien, on parle de télétravail. Quelle est, à ton avis, la configuration typique pour quelqu'un qui veut s'acheter un PC pour bien télétravailler? Il faut faire l'impasse sur. Il faut pas faire l'impasse sur quoi? Question de l'enfer. Question de l'enfer, parce que bon, déjà, juste dans le panier moyen, moi j'ai une vraie interrogation, juste pour ponctuer, j'ai une vraie interrogation de savoir si les 50 ou 60 € du panier moyen en augmentation sont dus à la volonté des gens de s'équiper ou aux pénuries. N'oublions pas, il y a des pénuries et il y a des coûts qui sont à la hausse. Donc, moi, ça, je ne sais pas et je n'ai pas les indicateurs. Je pas les indicateurs, parce que là, on voit que les télés, des fois, c'est 50 ou 60 € de plus pour les modèles. Je n'ai pas vraiment de bonne réponse parce que ça va vraiment dépendre de. Prenons le cas d'un terminal comme celui-ci, où là, on va être dans la consommation média et on va pouvoir écrire « Qu'est-ce que vous faites avec votre bécane ?» Voilà. C'est fondamentalement combien de temps. Mais qu'est-ce que vous faites dans tous les scénarios de travail? Si dans les scénarios, il y a peu de déplacements, on va essayer de faire grossir la taille d'écran pour bénéficier effectivement d'un confort visuel. Ça va être très important. Il y a des seuils minimums d'équipement dans lequel on est par exemple tributaire du système d'exploitation qui est Windows en majorité quand même. Ça va être minimum 8 voire 16 Go de RAM, sur ça je ne transige pas. Donc ça, 8, 16 Go, c'est important si vous vous apprêtez à changer de PC. 8 Go minimum, 16 si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité. Ouais, mais j'ai même envie de dire rognez pas sur les 16. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé il y a maintenant quelques années. On a atteint d'un point de vue technologique le niveau de qualité suffisante. Retournez en arrière, prenez votre PC d'il y a 3 ans, s'il a 16 Go de RAM, il peut éventuellement passer à Windows 11, a priori pas de souci, à partir de la 8e gène je crois des corps, il marche super. Pour les tâches du quotidien, à moins que vous fassiez la compression vidéo, du montage, que vous ayez décidé de passer une caméra 4 ou 8K, à moins de ces scénarios-là, pour des tableaux croisés et tout ça, on a atteint ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un investissement sur l'avenir, en fait. Les 16 Go, vraiment, ne lésinez pas. Okay. Alors, je sais, il y a les partenaires d'Apple qui vont me dire, sur un M1, un M1X, il y a besoin que de 8 Go, c'est absolument vrai. Mais préférez les 16 pour le futur, mais c'est absolument vrai. Les nouveaux M1, les configs démarrent à 16 et le 32 oui, pour les est pros, largement poussé. mais si vous prenez un MacBook Air avec un M1,
Oui, les 8 gigas, bon, mais la puce est optimisée, tout le système Les est... processeurs, il faut que ce soit de l'Intel ou de l'AMD, il y a un minimum à prendre quand même ou pas? Ouais, moi j'aurais tendance à dire minimum Core i5, Ryzen 5. C'est obligatoire parce que déjà les parties graphiques sont généralement plus musclées et le graphique. Alors, tu parlais des pénuries tout à l'heure de cartes graphiques. Le graphique, c'est vraiment la clé. Regardez une fois de plus les puces Apple, les nouvelles. Entre les deux versions qui sont sorties, la version un peu haut de gamme, ce qui change, c'est le graphique. Parce que de plus en plus, les éditeurs logiciels tirent parti de la carte graphique. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, qui Et accélère. surtout si on veut brancher un écran externe. Alors, si on veut brancher un écran externe, oui et non, parce que par exemple, même là, tu as un Dell qui doit être équipé en Core de 9, 10 ou 11e génération. Là, normalement, tu as une puce qui est capable de piloter 2-3 écrans. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur ces 2-3 écrans? Oui, si on va commencer à faire du montage vidéo sur un écran déporté et qu'on va vouloir faire de l'export rapide, oui, là, il faut compter sur une grosse carte Et graphique. dites-moi, on parle du télétravail, mais le télétravail demain, si on rentre dans le métavers, ça va être pire, on va avoir besoin d'encore plus de ressources. Et je songe On déjà sera- à mettre fin à on mes sera jours avec tous- ce début de discussion. Je ne veux pas parler métaverse et je Jérôme, ferai t'es le- sûr que Non, tu ça veux c'est qu'on ton évoque côté. le métavers? Non, mais je dis ça comme ça, juste en passant. Prévoyez quand même, on va tous bosser en réalité virtuelle. La Ouais. webcam, ça suffira plus. Mais il faudra acheter un masque. Il faudra des ressources, il faudra un masque, Alors, il faudra de la ça puissance, va être sympa, tiens. etc. ouais. Point important du télétravail qu'on a vu. Tu as cité la webcam. Ouais. Elle est passée de... ça, on ne l'utilise pas vraiment. Alors, pour ne pas les citer, ils font d'excellents PC au passage. Huawei, qui a continué à mettre sa webcam Ah là là en là bas. là là. Ben, quand vous vous Non, retrouvez c'est à pas montrer possible. votre goitre, Oui, et c'est ben, vrai, on se rend c'est compte, ben, magnifique. voilà, le Dell... Même moi sur mon Dell, hein, c'est terrible. Oui, Non, eh bien, J'ai la webcam en bas, c'est terrible. les Quelle 2-3 fausse bonne générations idée. après, ils les ont remis en haut, ils ont bien compris, ils ont bien Ouais. anticipé. Et là, on se rend compte, Apple est enfin passé sur des webcams en Digne de 1080p ce nom, en effet. de bien meilleure qualité. 1080p, c'est le minimum aujourd'hui pour faire des bonnes visios. Écoutez, moi, en référent technologique, oui, c'est beaucoup mieux. Surtout de personne à personne, avoir un interlocuteur. Après, il y a quand même des gens qui travaillent, des sociologues, il y a vraiment des gens qui travaillent sur les comportements des gens. Notamment quand on se retrouve à 4, 5, 6, 7, 8 personnes, coupez la webcam. Que l'intervenant principal parle. Concentrez-vous sur l'audio parce que nous sommes des humains, on a 2 hémisphères cérébraux, on se fait vite distraire. Oui. On la coupe et on l'allume quand on parle. C'est pas forcément. Mais oui, 1080, toi et moi, on fait une conf. C'est quand même plus sympa d'avoir quelqu'un qui est bien défini. Avec le méta. Enfin, Non, le métavers, oui, je ne veux pas entendre parler de ce truc. Jonathan, donc directeur marketing chez Asus, d'accord avec tout ce qu'on a dit. Le télétravail a complètement bouleversé ce marché. Chez Asus, est-ce que vous avez changé certaines, je sais pas, de l'ergonomie de certains appareils suite à ce qui s'est passé ces derniers ouais, mois vous êtes sur adapté à certains la produits? demande. Tout à fait. On l'a dit, ça a été un bouleversement pour le marché du PC, l'industrie au global. Et les attentes des consommateurs ont également changé. On a parlé de webcam, on parle aussi d'audio. Il faut savoir qu'on met des petites technologies, par exemple de noise cancelling, donc pour avoir un meilleur son. Comme sur quand les vous- casques, en fait. Exactement, Ouais. dans votre micro pour votre PC. C'est ça, quand vous êtes en réunion, si vous avez un petit peu de bruit autour de vous, eh ben, votre interlocuteur ne sera pas gêné. C'est important. C'est des petits détails. L'ergonomie, évidemment, des PC, la qualité des écrans, on en reparlera parce que je vous ai ramené un très bon exemple. La qualité de l'écran devient vraiment très importante. On passe encore plus de temps sur son écran. Donc avoir un bon écran et un écran qui n'abîme pas les yeux, c'est encore mieux. L'OLED le permet, pour en parler, parce que l'OLED, effectivement, on parle souvent des belles couleurs, des contrastes, mais c'est aussi un écran qui est meilleur pour la santé de vos yeux, puisqu'il émet moins de lumière bleue. Donc quand vous passez du temps Ah sur ouais. votre écran, un écran OLED est plus bénéfique qu'un écran classique. Ah, c'est intéressant ça. Donc ça, c'est des changements qui sont pris en compte dans, effectivement, la manière dont on voit le marché aujourd'hui. Très bien. Alors vous êtes venu avec on va dire un petit peu La quintessence la quintessence de ce que vous faites Alors, aujourd'hui. c'est pas forcément la quintessence, je dirais la nouveauté. Vous savez, chez Asus, on aime innover, essayer de bouleverser un petit peu les lignes du marché. Depuis plus d'1 an, on essaie de démocratiser l'OLED sur le marché du PC. L'OLED sur les télés sont assez répandus, sur nos smartphones aussi avec de l'OLED et de l'AMOLED. Sur le marché du PC, c'est un petit peu en retrait. 2020, les confinements ont un petit peu changé les usages et on est persuadé qu'effectivement, aujourd'hui, on consomme de plus en plus de contenu, notamment SVOD, sur nos PC. Et pour ça, il faut avoir des belles qualités d'écran. Donc on installe de plus en plus d'OLED sur nos machines. Ça marche très bien, les consommateurs adorent ces produits-là. Sauf que l'OLED, ça coûte cher. Donc sur des produits OLED, on arrive à aller sous les 1 000 €. Ça coûte mais ça reste- beaucoup plus cher qu'un écran LCD traditionnel. Oui, parce qu'il n'y a pas autant de production. En soi, c'est plus cher à produire. Et effectivement, on a moins de produits aujourd'hui sur le marché. Cependant, notre objectif, c'est de démocratiser encore plus la technologie OLED. Et on arrive aujourd'hui avec un produit comme celui-ci, en 13 pouces 3, OLED, Full HD et détachable, qui est vraiment conçu finalement pour la consommation de contenu. Donc ça, c'est vraiment un hybride. Hein.
Tout à fait, en 2 en 1. L'idée, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser leur PC, on disait tout à l'heure le multi-équipement, pour consommer du contenu à la maison. On peut avoir un PC principal, parce que là, on va travailler, et puis d'autres qui vont servir de deuxième télé à la maison. Les étudiants, les plus jeunes, utilisent énormément aussi ces technologies-là, et de moins en moins de télé. Ils n'ont plus de télé, ils ne regardent plus la télé. Donc des écrans, finalement, comme ça, portables, qu'on peut emmener en cours, qu'on peut consommer chez soi également. Ça va devenir peut-être une norme pour avoir un très bon écran avant tout, et après, selon les choix, des configurations de productivité qui vont avec. Et c'est une machine homogène qui est aussi, on va dire, à l'aise pour le travail, pour la consultation de vidéos, etc. On peut tout faire avec ce type de machine? Alors, le parti pris, c'est avant tout un très bon écran sur lequel on a Windows, donc la polyvalence de Windows, et on va proposer un clavier pour avoir une légère productivité. Pour avoir un prix attractif, on ne peut pas mettre un Core i7 ou un R7, on doit faire des choix. Et comme sur ce positionnement-là, on essaye d'aller chercher un prix inférieur à 500 €, le produit commencera à 499 € avec une dalle OLED. Ah oui. On a fait des choix, finalement, de composants qui vous permettent de faire de la légère bureautique. Un étudiant qui va prendre des notes ou qui va effectivement travailler certaines présentations, consommer des SVOD, naviguer, écouter sa musique. Et on va considérer que les usages après de créativité ou de productivité plus importants ne seront pas sur ce type de produit-là et doivent être sur notre ordinateur principal multimédia. On peut utiliser un stylet avec ça ou... Tout à fait. Ouais. Le stylet, alors ça va dépendre des produits qu'on va commercialiser, mais sera disponible également. Prendre des notes et tout, Tout à fait. C'est très apprécié. Tout à fait. C'est étonnant parce que ce produit me fait penser au nouveau Surface Go de Microsoft. Alors on nous en a parlé. On a l'impression que c'est à peu près la même philosophie, la même gamme de prix. Alors vous êtes OLED, je ne pense pas qu'il soit OLED. La différence majeure, elle est là. C'est que sur une Surface Go, vous êtes sur un écran 10 pouces non OLED. Donc nous, on part du principe que les gens aujourd'hui consomment de plus en plus, on l'a dit, de contenu vidéo sur leurs écrans. Un 10 pouces non OLED, c'est petit, la qualité de l'écran est un petit peu en deçà. 13 pouces plus confortable et OLED, qui marque vraiment une différence majeure finalement entre les deux. C'est un outil de travail. En termes d'autonomie, ça donne quoi, ce type de produit? On est entre 8, 9 et 10 heures selon les scénarios d'utilisation. Donc oui, l'idée c'est d'avoir un produit qui soit autonome. L'OLED est plus consommateur ou au contraire plus Pas forcément, parce qu'en fait, avec comme le LED n'est pas une technologie de rétroéclairage comme les LED, quand vous êtes sur un écran noir, votre écran ne va pas utiliser d'énergie pour afficher quelque chose. Donc le LED ne va pas être plus énergivore que le LED classique. C'est ce qu'on parlait du socle minimal. Moi, on en a discuté mardi avant l'annonce de ce produit, où moi j'étais un peu dubitatif. Il faut le mettre face à un Surface Go, très bien de le mettre en face, qui est une vraie brouette. Donc achetez pas le Surface Go. Une brouette. Voilà, c'est une brouette. Non, mais c'est pas bien. très confortable et tout. Et moi j'étais un peu dubitatif et effectivement là c'est le confinement a créé ça, mais c'est aussi la numérisation des foyers avec le mot moi j'ai retenu. Et du coup, j'ai peut-être revu ma position de base parce qu'effectivement, la donne technologique est un peu basse. Ça reste un Pentium. C'est du quad-cœur en Tremont, pour ceux qui sont au courant. Ce n'est pas les cœurs Sonikov très puissants qu'on retrouve dans les corps. C'est les cœurs qui sont héritiers des atomes, mais qui ont bien évolué. Il y en a 4. Liés avec 4 Go de RAM. Je crois que c'est 8 dans la version qui est à 700 €. Donc tu conseilles plutôt la version à 700 € avec 8 Go? Non, je pense que ça dépend vraiment des scénarios. Pour une famille qui doit équiper 2 enfants et on va faire de la saisie et puis nous embêtez pas à aller regarder vos émissions là-dessus, à 500 €, c'est dur de battre. C'est vraiment un concurrent de l'iPad et moi j'ai essayé de réfléchir à l'iPad. Je suis un gros consommateur, un gros utilisateur en vidéo avec l'iPad. Eh bien, il n'y en a aucun qui donne à 500 € une telle qualité, une telle diagonale d'écran. C'est pas pour faire la promo du produit, c'est que j'ai d'abord évalué les faiblesses. Bah oui, la killing feature, c'est ça. C'est l'OLED. C'est pas un peu bizarre justement de mettre de l'OLED sur un produit qui n'est pas un produit hyper haut de gamme finalement? Et justement, c'est le pari, puisqu'aujourd'hui on en fait déjà de l'OLED à 800, 900 €. Et comme on l'a dit, le faire descendre. Oui, j'ai une théorie. Démocratiser, c'est que les gens ont besoin de bons Ils ont écrans. acheté 50 conteneurs OLED pour mettre dans tous leurs ordinateurs. Voilà. Non, mais il faut les écluser. c'est une demi-blague. Rappelez-vous, quand la mémoire flash sort, c'est Toshiba qui va populariser la mémoire flash. Et il y a un acteur dans le monde qui va la populariser, c'est Apple, qui va le mettre dans, rappelez-vous, les premiers iPods à mémoire flash. Les photographes achetaient ces iPods, les cassaient, et à l'intérieur, il y avait 2 cartes mémoire compact flash collées 2 à 2. Oui, c'est vrai. Et comment ça se fait? Pourquoi ils les prenaient? Ils les cassaient parce que tout simplement, Apple avait tellement mis la main sur un gros volume, s'était engagé à acheter un gros volume, que par rapport à ce qu'on trouvait en magasin, c'était moins cher. Et je suspecte, de manière positive, Asus de vouloir se positionner en roi de l'OLED, et regardez bien, l'affirmation est vraie, j'ai regardé les gammes, il n'y a quasiment aucun autre constructeur qui propose autant d'OLED, parce que Asus, ils se sont dit comment on va se différencier dans toi qui as utilisé la forêt des appareils, dans cette forêt, comment on se distingue? Eh bien en étant un référent technologique. Donc on va vous acheter toute la production de l'usine, et on va miser sur la qualité d'image. Et on va en mettre partout. Et on va en mettre partout.
Mais c'est un petit peu vrai dans la mesure où en fait c'est une stratégie qu'il y a plus d'un an maintenant. Où on a effectivement, on l'a vu, on a pressenti cette demande-là. Il faut savoir que des études qu'on a aujourd'hui, la qualité de l'écran est la deuxième demande des consommateurs français sur un PC après la fluidité, donc performance. Donc on l'a senti qu'il y avait ce besoin-là. Donc c'est un vrai pari sur l'OLED et jusqu'à maintenant il s'avère payant puisqu'effectivement les consommateurs adorent ces dalles-là qui sont très belles. Charlotte, vous confirmez, les consommateurs sont sensibles à la fois à l'OLED et puis aussi au concept un peu modulaire comme ça? Alors, l'OLED, c'est sûr. Le modulaire, encore une fois, ça dépend de l'usage. Mais l'OLED, effectivement, c'est dans les tout premiers choix des clients. C'est-à-dire que le confort d'écran, qui plus est maintenant, où on passe de plus en plus de temps devant ces écrans, est hyper important. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que l'OLED permet aussi d'avoir une autonomie plus importante. Donc, c'est un petit peu Ça, c'est important, oui. Selon la définition d'image, attention. Mais Définition d'image constante. Si vous passez sur une dalle 4K, par exemple, si vous comparez du Full HD à de la 4K, la conso en LCD comme en LED, elle est en hausse. Il faut faire attention, regardez c'est bien. vrai, parce qu'il y a plus de pixels à En tout cas, sur les produits donc, que nous, on met en avant, et parce que, comme on disait, l'idée, c'est de démocratiser aussi ce genre de produits. Donc, dès 850 € maintenant, on a de l'OLED. Ça permet d'avoir un produit qui est quand même très performant et avec un confort d'utilisation, et comme on dit, c'est hyper important ces derniers temps, qui est vraiment optimal. Donc, nous, on y croit beaucoup à ce genre de choses. D'ailleurs, on suit Asus dans cette stratégie, puisqu'on est parmi les seuls à pousser dans ce sens avec eux. Charlotte, un mot sur Apple quand même, qui est très présent. Est-ce qu'Apple est de plus en plus présent dans le monde du PC et est-ce que Apple grignote des parts de marché aux fabricants de PC traditionnels? Alors, vous le remarquez, vous, à la Fnac, ou pas? Oui, alors le marché le remarque, oui, effectivement. Apple bénéficie de deux choses. Un, comme on le disait, les clients sont capables aujourd'hui de mettre un peu plus d'argent et donc veulent aller chercher aussi quelque chose, un confort optimal, et on sait qu'Apple peut apporter ça. Et puis ils ont fait quelque chose qui était assez nouveau pour eux. Ils ont sorti leur puce M1, maintenant avec un M1 Pro et un M1 Max, donc avec des performances assez importantes. Et ils ont démarré en plus sur le MacBook Air, donc sur des gammes de prix plus basses. Donc forcément, ils sont allés chercher une clientèle. Ils ouvrent un peu le spectre. Ils ont ouvert ce spectre et donc sont allés chercher pas mal de parts de marché sur cette dernière année. Ils ont eu peut-être un peu moins aussi de problèmes de rupture sur une période, ce qui les a pas mal aidés. Mais en tout cas, c'est sûr, en sortant cette puce M1, ils ont gagné leur pari et ils ont repris pas mal de parts de marché sur le marché du PC. Jonathan, il faut se méfier d'Apple, surtout avec leur révolution de processeurs avec donc cette nouvelle technologie. Alors Apple est un acteur majeur qu'on regarde souvent, et c'est vrai qu'avec cette révolution M1, il y a eu un effet assez palpable sur notamment la période du lancement. Après, ce qu'on voit, c'est que le consommateur Apple, il restera sur Apple, et qu'on a ce qu'on appelle les switchers, désolé pour l'anglicisme, des gens qui sont un petit peu entre les deux et qui hésitent. Ouais. Mais ces switchers-là, ils ne sont pas si nombreux que ça, donc on va avoir des changements dans le marché, à des moments de lancement notamment de nouvelles technologies Apple, où les switchers vont aller plus vers Apple. Il y a toujours deux chapelles en fait. Exactement, et après, ces switchers-là peuvent revenir sur des PC quand la technologie va leur plaire aussi. Et on a une grande partie du public qui est assez finalement accroché à son écosystème Windows et à des marques PC qui restent assez fidèles à l'écosystème. Et les usages aussi. Et oui, et puis juste une chose, il y a le gaming aussi. Parce que, et on l'a vu à avec partir les du moment où on veut jouer avec Max, sa machine. On les a vus, M1 Pro, M1 Max. La partie graphique, elle est clé, je l'ai dit tout à l'heure, elle est clé pour deux choses, pour le computing et le gaming. Le computing, donc le calcul, si vous voulez. Pourquoi les puces d'Apple sont promises à un bel avenir dans le multimédia? Regardez les machines qui sont sorties. Elles sont grosses. Merci, Jonathan Ive est parti. On arrête les designs tout légers et tout pourris. Et ils en ont fait une machine de guerre à faire de l'export et du montage vidéo, à faire du compositing, du modeling. À aucun moment on a parlé de compatibilité avec les API de type Vulkan pour les jeux vidéo. À aucun moment. Non. Et sans doute à raison, parce que Apple, ils veulent pas aller là. Apple ne peut pas se permettre d'avoir 30 à 40 ou voire 50% de part de marché à aucun moment. Parce que ça dévaluerait son image, on est d'accord. Ils regardent vraiment où est-ce qu'ils vont pouvoir faire le plus de marge en gardant un segment. Mais ils frustrent quand même pas mal d'utilisateurs qui voudraient quand même malgré tout pouvoir jouer avec leur machine.
Et aujourd'hui, Je suis un PC. il faut prendre un PC. Et Et ils le fait, font, ça. et ils le font, et ils le font. Demandez à Pierre Fontaine, notre référent Apple à 01net, qui a les deux. Oui, il a Qui a les deux. Qui joue sur PC. Bon, il est très Oui. riche aussi, Pierre. Ah, il est incroyablement riche. Ben voilà. Jonathan, un mot sur le gaming. Oui. Là encore, ça représente quel pourcentage de ventes sur votre marché global, le Alors, c'est gaming? intéressant parce que le gaming, nous, on est effectivement une marque qui est investie dans le gaming depuis de nombreuses années et on l'a vu grandir. Donc c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Donc ça va dépendre des mois et des années, mais on se parle à peu près pour le groupe comme Asus de 10 à 15% le gaming qui peut peser aujourd'hui dans notre groupe. Mais c'est un chiffre qui grandit, puisqu'on l'a dit notamment avec les usages qui ont évolué avec le confinement. On a parlé de télétravail et d'éducation à domicile, mais on a peu parlé aussi de divertissement. Combien de personnes se sont équipées en ordinateur pour jouer à la maison pendant les confinements et qui continuent de s'équiper aujourd'hui? C'est un chiffre qui continue d'augmenter. Donc le marché du gaming est très sain et est à une croissance qui est encore plus importante que le marché du PC. Il n'a qu'un écueil aujourd'hui, c'est la pénurie. Sur les cartes graphiques notamment, on a aujourd'hui des gros problèmes d'approvisionnement. Heureusement, on arrive à livrer, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Le marché du gaming est encore beaucoup sous la pédale. Donc vous êtes en flux tendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver une machine gaming Oui. est plus compliqué qu'un PC traditionnel. Oui, alors normal. heureusement, vous l'avez dit justement, on est en flux tendu, ce qui veut dire que flux tendu, à dire qu'on arrive à livrer. D'accord. On n'a pas cette marge de manœuvre qu'on peut avoir par le passé. Et le gaming, effectivement, sont des gammes de produits sur lesquelles on est vraiment tendu, sur lesquelles, dès qu'on a de l'approvisionnement, on produit, on livre et ça se vend quasiment dans les semaines qui suivent. On a plus de stock, on n'a pas de marge de manœuvre comme on peut l'avoir par le passé. C'est compliqué en ce moment, Charlotte, le marché du gaming sur les PC? Alors, le marché du gaming, comme on dit, est en flux tendu et compliqué. Maintenant, c'est une situation qui n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que ça fait plus d'un an maintenant qu'on la connaît, ce qui, en tout cas, chez Fnac Darty, nous a permis de l'anticiper et ça fait des mois et des mois qu'on travaille avec nos partenaires et Asus est un très bon partenaire sur le sujet pour anticiper et être prêt sur la période qui arrive où on sait que ça va être la période la plus importante. Et donc aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles. On a beaucoup plus de stock que l'année dernière. On se parle de 30% de stock en plus que l'année dernière à la même période de l'année. Donc on va entamer cette période importante de fin d'année, de cadeaux et ainsi de suite en étant bien plus à l'aise. Oui, bien sûr qu'on a pu l'être à certaines périodes. En 2020. Merci Jonathan. Merci à vous. Voilà, avec entre autres ce type de produit qui est d'ores et déjà disponible. Ça y est, ça sort là? Ça a été annoncé hier Ouais. et ça sera disponible à la fin du mois. Parfait. Avec Windows 11 aussi, bien évidemment, puisque j'imagine que cette machine est taillée pour ça. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes directeur marketing et communication d'Asus France. Jérôme, on revient dans un instant. On va continuer à parler de ce problème d'approvisionnement et puis des nouveautés, de la meilleure manière de choisir un PC à la fois pour le computing, comme tu disais, et le gaming. C'est moche. Pas beau ça? Voilà, avec notre deuxième invité. Comment choisir votre PC à l'approche des fêtes de fin d'année? On vous donne toutes les clés, en tout cas quelques-unes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, avec nos invités dans ce tour de la question. Adrien Bonco, journaliste à 01net.com, Charlotte Massico, directrice multimédia et gaming Fnac Darty, et Karim Wayoun qui nous a rejoint. Bonjour Karim. Bonjour Karim, directeur marketing et communication chez Acer France. On va On s'intéresser avec les constructeurs taïwanais. Exactement, qui trust le gros du marché quand même dans ce monde du PC. Charlotte, un mot sur la Fnac. Alors la Fnac vend des produits, mais a aussi une expertise avec le labo Fnac Darty, bien évidemment. Quels sont les produits que vous recommandez qui vont être les best-sellers pour cette fin d'année? Alors, ce dont je vais parler, c'est souvent des produits haut de gamme, et on peut trouver le pendant un peu moins haut de gamme. Mais comme je vous disais, on croit beaucoup que le consommateur veut quelque chose d'un peu plus puissant, de mieux designé, et donc nos coups de cœur vont présenter aussi ce genre de modèle. Donc on a parlé longuement juste avant de l'Asus OLED, qui malgré tout aujourd'hui devient abordable puisqu'on démarre, comme je l'ai
déjà dit assez régulièrement, à 850 euros. On a parlé des Apple, le MacBook Air qui est un peu plus démocratisé aux alentours de 1000 euros. Alors un peu plus forcément, et les nouveaux M1 Pro, M1 Max qui sont un peu plus chers, mais qui restent des super bécanes, on en a parlé précédemment. Là, ça, c'est des MacBook Pro. Hein. Voilà. Si on doit parler des grandes marques qui sortent aussi leur nouveauté, on a les nouvelles Surface qui font leur entrée, qui sont forcément liées à la sortie de Windows 11, et donc ils ont complètement changé les châssis. On voit apparaître aussi des produits bien meilleurs qu'avant, et plutôt sur la Surface Pro, sur cette gamme-là. On a ce qu'on appelle les Apple Compete. Donc si on veut vraiment un produit très bien fini, très puissant, on a toutes les Dell XPS 13, mais là on est sur des gammes de prix assez chères, plutôt aux alentours de 1500, 1800 euros, mais c'est sans compromis. On a aussi... C'est presque comme plus des machines professionnelles. Exactement, c'est vraiment le B2B qui devient le B2C, Ouais. si je peux me permettre. On a le Slim 7 Pro de Lenovo qui va un peu dans ce sens-là, aux alentours de 1200 euros, avec de superbes écrans, des produits sous AMD Ryzen très performants. Mais on peut avoir aussi la version Slim 7 aux alentours de 800 euros, qui sont aussi de très belles machines. Et puis, si on doit parler du petit coup de cœur aussi de cette fin d'année, je pense qu'on en parlera pas mal, c'est l'Acer Vero qui répond pas mal à ce qu'on appelle une stratégie de choix éclairé, puisque c'est un produit durable, pareil, abordable, aux alentours de 850 euros, et j'imagine Karim en dira un peu plus. Voilà, on voit les images, c'est donc, on va dire, pour faire court, le PC écolo, entre guillemets, Exactement. et qui a plein de caractéristiques vraiment étonnantes. Oui, puisque c'est un ordinateur. En fait, on a dès le début souhaité créer une machine qui réponde complètement aux besoins des utilisateurs, mais qui ait un aspect éco-responsable. Et donc, on a travaillé surtout le châssis en utilisant du plastique recyclé, du PCR. On a 30% de PCR sur le châssis externe, 50% de PCR sur le clavier. Alors le PCR, c'est quoi? C'est post-consumer recycled, c'est le plastique, en gros le plastique que vous allez mettre à la poubelle qui va être recyclé, Qui est retravaillé recyclé. Donc et qui est les réutilisé bouteilles dedans. d'eau minérale, Exactement. etc. C'est ça. Exactement. Donc vous allez en trouver 30%, ce qui permet de réduire les émissions de carbone de 20% sur une machine comme celle-là, ce qui est assez conséquent quand on imagine le volume de machines que ça peut représenter. Et on y a ajouté toutes les dernières technologies d'écran Full HD, dernière génération de processeurs Intel Core, Windows 11, 16 Go de RAM, donc c'est pas une machine au rabais, c'est une machine hyper puissante. Oui, pas de compromis sur la puissance, sur l'ergonomie, etc. Non, absolument pas. Et justement, nous souhaitions prouver qu'il était possible de faire des machines plus éco-responsables tout en gardant le même niveau de qualité de performance. Mais là, c'est une machine. Bon, C'est la première machine. Ouais, mais vous envisagez éventuellement d'en faire beaucoup Exactement. plus On a annoncé les nouvelles machines qui vont être dans le secteur plutôt professionnel, dans le B2B, puisque justement, quand on équipe des flottes d'entreprises ou de municipalités, ça prend sens. Ouais. Et le but aussi pour nous, très clairement, c'est aussi d'inciter, pas forcément que nous, mais aussi les autres constructeurs, à aller dans cette voie, si derrière les consommateurs y trouvent leur compte. Et là, on l'a vu, hein, ce produit, et c'est un revêtement très agréable en plus. Exactement. C'est très joli. C'est assez spécifique, puisque justement, on n'utilise pas de vernis. Puisque le choix a été, même jusqu'à l'emballage, utiliser du plastique recyclé, on n'a pas de plastique à l'intérieur. Alors, on a vraiment tout travaillé autour du produit. Et sur le châssis, on ne met pas de vernis. Il n'y a aussi pas de logo, pas d'autocollant. Tout est gravé directement sur le châssis. Donc ça permet justement d'aller au bout de la démarche et d'avoir une machine qui soit vraiment éco-responsable jusqu'au bout. Et C'est puis, original. attention, tu dis c'est la première. Ouais. Moi, j'ai presque envie de dire c'est la première. Mhm. Et ça reste des constructeurs taïwanais. Ah, tu dis, il y en a qu'une. Les Taïwanais, oui, il n'y en a qu'une. Mais les Taïwanais, tu m'arrêtes, hein, tu les connais bien, les constructeurs taïwanais. Ils avancent quand même petit à petit, ils prennent des risques. C'est quand même eux qui prennent le plus de risques dans le marché PC. Regardez le temps que prend Dell ou Apple justement à sortir ces modèles. Eux, ils veulent zéro risque, hein, c'est la stratégie. C'est beaucoup plus dynamique. Taïwan est quand même beaucoup plus dynamique, beaucoup plus inventif. Et là, oui, c'est la première. Ils testent. Donc, effectivement, à l'annonce de cette machine, je me suis dit, mais il n'y a pas une version pro. Il y a une version pro qui a été annoncée un peu après. Parce qu'effectivement, quand on a une mairie, qu'on va équiper 2000 postes, et ben voilà, on se retrouve avec un bilan carbone annuel qui baisse. Mais ça va aussi dépendre de comment les consommateurs vont-ils répondre. Charlotte, Ça, c'est important, ça. Ouais. C'est intéressant parce que c'est un choix responsable, finalement. Tout à fait. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas le design, ça c'est une autre histoire, mais Sûr. en achetant cette machine, on s'engage sur certains points de l'environnement. Et plus
de gens achèteront ce type de machine, plus vous allez les pousser à acheter ce type de machine, plus les autres constructeurs s'y mettront peut-être aussi. Mais ça peut être vertueux. c'est tout à fait la stratégie qu'on a dans le groupe, parce qu'on a parlé aussi donc, du fait qu'il soit écolo, mais il est durable. C'est-à-dire qu'en plus, il peut évoluer dans le temps, il est complètement... on peut l'ouvrir complètement. Il y a une durée de vie plus longue. Exactement, puisqu'on a... alors, ça peut paraître très simple, mais on a mis des vis classiques. Généralement, sur les PC, on a des vis Torx, donc à étoiles, qui sont un peu plus compliquées à démonter. On n'a pas forcément les outils. Là, ce sont des vis cruciformes. Alors, ça peut sembler désuet comme ça, mais pour le coup, c'est différent de ce C'est qui se fait aujourd'hui. anti-Apple, quoi. Et on accède comme cela aux trappes qui permettent de changer soit le SSD, soit la RAM. C'est déjà une machine qui a 16 Go de RAM, mais on peut en ajouter aussi derrière. Donc, elle a été pensée pour être évolutive et que ce ne soit pas une machine que l'on remplace dès qu'elle est un petit peu plus lente, mais que l'on puisse upgrader pour derrière continuer à l'utiliser 1, 2, 3 ans derrière. Et puis le timing est bon, pardon. Le timing est bon. Je dis, on est arrivé à un socle minimal de performance suffisante depuis 3-4 ans. Donc là, il est en Core i5 de base, mais il y a une version Core i7. Il y a une Core i7, ouais. Alors, en Core i5, Core i7, prenez la version Core i7, je crois que c'est celle qui a le maximum de computing d'un point de vue graphique. Je ne vois pas quelle tâche du quotidien elle ne pourrait pas effectuer dans 4-5 ans. C'est ça qui est important, c'est que les maturités technologiques, parfois, on est trop en avance, parfois on est en retard par rapport à une bascule, et là, effectivement... Sauf peut-être le métavers. Le métavers. Si je pouvais décrocher Évidemment. cette table, je te la mettrais dans la tête avec ton métavers. Non. Alors, à part peut-être pour le métavers, effectivement, je veux bien concéder ça. C'est une joke depuis le début de l'émission. Ouais, c'est pour ça. Regardez les Métavers. prises, regardez les prises aussi. C'est-à-dire que je trouve, là j'aimerais les célébrer pour tous les choix. Effectivement, les vis Torx, merci. Quelle horreur ces vis. Il suffit d'acheter le tournevis. Hein. Ouais, mais chaque étape supplémentaire est un frein à ce que bien les gens sûr, viennent bien opérer un changement de batterie. On n'en parle pas assez dans les PC portables, mais la batterie, ça se change. Là, on a vérifié ici, elle se change facilement. Ouais. Ça aussi, c'est un détail. C'est très difficile dans un test ou dans une actu d'en parler, mais ça, c'est des détails qui comptent. Mais les prises, il y a du HDMI plein format, il y a de l'USB-C, il y a de l'USB-A. On a vérifié, il y a une prise de recharge standard, mais l'USB-C permis de recharger. C'est tout un tas de détails ce qu'en anglais on appelle frictionless, qui font, il va pas y avoir de problème à l'utiliser et à l'entretenir au quotidien. Ça, c'est Qu'est-ce qui pas pourrait mal. faire qu'on n'achète pas une machine comme ça finalement en termes de prix, ça donne Gaming, quoi peut-être Gaming. aussi, non Ouais, le gaming. Gaming, puisqu'on n'a pas une carte graphique dédiée aux Point en jeux comprendre vidéo. aussi. Il est un peu plus gros. Ouais. Alors moi, Plus c'est le lourd. côté féminin, je le trouve quand même un look assez sympa. Parce Ouais, que, moi, j'aime il bien. pourrait être, Ouais. moi quand on m'en a parlé, je me suis dit, ça se trouve, il est repoussant, un espèce Ouais. de bloc. Non, il est quand Avec même des boîtes d'œufs, etc. assez sympa, mais après, il est plus encombrant. Enfin, Bien sûr. je peux pas On le n'est prendre pas dans mon sac à main. Enfin, On n'est pas sur un segment ultra fin, Ouais, c'est ça. mais c'est aussi lié à ce qu'on met dedans. Le processeur dedans, c'est pas un ultra low voltage hyper fin. Alors que vous avez des produits ultra fins. Bien sûr, on en a d'autres. Vous Vous avez avez le toujours Swift battu 7, des records. Exactement, avec, qui est le plus fin et le plus léger du monde, donc ça on sait le faire. Mais sur une machine comme celle-ci, sur laquelle on voulait maintenir un certain niveau de performance, on ne pouvait pas aller aussi fin. Et le but, c'est vraiment de casser un peu cette image de PC avec des matières recyclables et donc cheap. Pas du tout. Vous savez, le fin, c'est plus à la mode. Hein. Regardez chez Apple. Mais en termes de prix, vous m'avez pas répondu. Alors le Core i5 est à partir de 850 € et la version Core i7 est à partir de 1199 €, mais on a en place Avec combien de gigas de mémoire 16 Go de RAM. 16 gigas de RAM. Et 1 Tera de SSD. Mais derrière, on a aussi des offres de reprise si on ramène sa machine qui est obsolète, en panne ou qui est Un vieux lente PC qui aujourd'hui. traîne dans un tiroir. Exactement. Et on retire 150 € au 150 prix d'achat de la €, ça. machine. hein, c'est ce genre de démarche qu'on aime mettre en avant. Encore une fois, hein, dans notre stratégie de choix éclairé, de développement durable et éco-responsable, c'est la stratégie parfaite. Adrien, petite question technique. On parle depuis tout à l'heure de AMD, d'Intel. Est-ce que c'est une question que les gens qui nous regardent doivent se poser s'ils doivent acheter un PC portable? Est-ce qu'on doit regarder Intel, AMD ou finalement aujourd'hui, comme les deux sont dans des mouchoirs de poche, c'est pas un sujet? Il y a 1 an et demi, j'aurais dit non, on va plutôt regarder la partie graphique effectivement d'AMD. Parce qu'AMD est revenu tellement en force dans les CPU que bon, mais ils peuvent tutoyer Intel, vraiment les regarder dans les yeux. Mais ils avaient l'avantage graphique, donc ils ont pris un avantage. Là, Intel est revenu incroyablement fort. Hein, d'abord avec Ice Lake, où ils ont doublé leur performance graphique. Ils sont passés de pourri à pas mal. Et là, ils sont passés de pas mal à très bon, vu qu'ils ont redoublé les performances. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est en 24 mois, de quadrupler les performances graphiques. Ça va dépendre. Si jamais, pour une quelconque raison, vous avez besoin du Thunderbolt, ça reste l'apanage d'Intel. Alors, si vous me demandez c'est quoi le Thunderbolt, la réponse est claire, vous en fichez. Ce qui va compter plutôt, c'est la gamme effectivement, de processeurs
Et jetez un coup d'œil, et je comprends que là, l'information, dans les magasins, on ne peut pas mettre toutes les informations non plus. Donc prenez le temps peut-être de regarder les fiches techniques, de regarder si vous avez le top du top des cartes graphiques XE d'Intel et plutôt les Vega 6, Vega 8 d'AMD. Une fois de plus, et j'y reviens, la partie graphique est de plus en plus importante. Et alors, petit précis, on va dire, de vocabulaire, on parle de processeurs à l'intérieur des ordinateurs. Eh bien, il faudrait peut-être plus les dissocier des smartphones, c'est plus des processeurs. Ce ne sont plus des microprocesseurs, ce sont des systèmes on a chip, quasiment les mêmes dans la philosophie qu'il y a dans nos smartphones. Il y a quand même dedans un CPU, un GPU, souvent intégrés au même die, désolé pour le jargon, donc c'est le même genre de puce. Regardez la partie graphique. Et si vous voulez que ça dure, Core i5, Core i7, on a les Ryzen de série 5 et 7, c'est un peu la même chose. Parce que souvent, les configs AMD coûtent un peu moins cher, non, que les Intel. Et c'est vrai que ça peut être tentant aussi pour le consommateur d'y aller. Enfin, c'était peut-être le cas, c'est plus le cas. C'était le cas dans le passé, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. Non, on va retrouver des machines à prix équivalent avec des performances. C'est pas un élément différenciant au niveau prix aujourd'hui. Non, pas du tout. Il y a plus d'accélération de certains logiciels tiers qui tirent parti de la stack logicielle d'Intel. Voilà, donc de la réduction de bruit par exemple, certains éditeurs logiciels ont d'abord pris ce qu'il y avait de référent, d'abord chez Intel. Par contre, pour des charges, je ne vais pas dire de heavy load computing, tu n'aimes pas le mot computing, pour des charges de calcul importantes, AMD va conserver un avantage pour le nombre de cœurs mobiles, jusqu'à 16 en mobilité. Donc ça va dépendre de vos tâches. Mais globalement, dans les tâches du quotidien, désormais, c'est impossible de faire la différence. D'accord, donc c'est pas le premier sujet. Vaut mieux regarder l'écran, vaut mieux regarder la qualité. Oui, on vous prépare une vidéo autour de cette Labo Week pour vous dire maintenant, une fois que vous avez un socle commun assez important, pensez quand même 512 Go de SSD si vous pouvez. Vous stocker des choses, les gens. C'est pas pour rien que l'ordi d'Acer est sorti avec 1 Tera. Avec 1 Tera, on voit venir. Génération 5 ou 7, que ce soit chez Intel ou AMD, 16 Go, 512 1 Tera. Une fois que vous avez ça, s'il vous plaît, prêtez attention à la qualité de l'écran, la qualité du clavier, la qualité de la connectique et selon les usages que vous allez avoir, l'endurance. Voilà, webcam après, qualité, etc., du son. Alors, c'est une très belle transition peut-être pour évoquer aussi l'aspect gaming. Et oui. Parce que là, il faut encore plus de puissance et on est désormais, on est toujours sur un concept de machine dédiée gaming avec un budget particulier, avec... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en général, les gamers sont capables quand même d'avoir un budget plus important qu'un simple utilisateur de PC de production. Et donc, en général, ils sont plus regardants aussi sur ce qu'il y a dans la machine et sont capables d'investir à plus long terme. Oui, parce qu'en général, ils savent ce qu'ils veulent en plus. Exactement, c'est ce qu'on dit souvent. Alors, on a la chance d'avoir des vendeurs assez compétents. C'est vrai que quand on est face à un gamer, en général, le gamer sait d'ores et déjà ce qu'il veut. Après, on a de nouveaux usages gamers, c'est-à-dire qu'on a des gamers qui peuvent avoir aussi plusieurs machines, c'est-à-dire un desktop, donc un produit fixe chez lui, et quelque chose qu'il peut amener pour aller jouer en réseau avec ses amis. Donc, on a aussi des ultra portables, alors ils font quand même 2 kilos, les ultra portables gamers, qui permet d'avoir ce double usage. Mais je crois qu'il ne faut pas parler, mais de gamer. Le gamer ne définit plus le segment gaming. Parce que beaucoup, parmi les pros, et parmi des cabinets d'archi, parmi des studios de dev, se sont dit mais pourquoi je mettrais 4000 balles pour avoir une version quadro de ma carte Nvidia, une version professionnelle, alors que j'ai un ordi de gamer qui est 1,5 fois plus puissant et qui va coûter 2 fois moins cher. Alors là, c'est clairement important ce qui est arrivé. Nvidia, qui est quand même le référent dans les cartes graphiques, il a modifié une partie de ses drivers. C'est-à-dire que, rappelez-vous, par le passé, vous aviez une GeForce si vous vouliez jouer, une Quadro quand vous vouliez faire du développement. Et ça s'expliquait, les écarts de prix. On développe vraiment des drivers pour ça. On va mettre des condensateurs pour que la machine tourne 24/24. Très bien. Néanmoins, maintenant, vous savez quand même qu'il y a des drivers gaming et des drivers qu'on appelle studio qui tirent parti des GeForce pour accélérer les logiciels de modélisation 3D, de color grading ou de montage vidéo. Donc, le gamer, lui, il a ses attentes, il va voir le vendeur, il va chercher une grosse bécane de chez Acer ou autres pour jouer. Mais dans le segment gaming, il y a plein de nouvelles typologies d'acheteurs. Et ça, Intel l'a bien compris avec ses Tiger Lake H. Ils ont créé vraiment un truc qui est fait pour rentrer dans des genres de gaming ultra portable où on est même à 1,5 kg, 1,7 kg parfois, avec une carte graphique assez importante, et que ça reste quand même des machines avec lesquelles on peut vraiment jouer de manière confortable. Voilà, et c'est le terme que tu as employé, c'est le terme studio. Donc en fait, c'est maintenant les nouvelles gammes qui vont sortir chez les marques, et on va différencier effectivement le gamer, qui reste quelqu'un de très particulier,
aux consommateurs qu'on appellera plutôt studios, qui vont être effectivement des architectes, des designers, et ainsi de suite. Et donc, il y aura des machines dédiées, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on va de plus en plus vers un usage dédié, un consommateur Et là, heureux. AMD et Nvidia vont me détester, mais j'aimerais pointer, on parlait de socle de qualité suffisante. Les gens, si vous jouez en 1080, il y a beaucoup de joueurs, en fait, ils jouent à 2-3 jeux. Il y a j'ai envie de ramener un terme du passé, le hardcore gamer. Moi, je veux jouer au dernier jeu AAA en 4K, machin. Il y en a. Ils achètent des desktops, ils achètent les plus gros. Mais sérieusement, vous avez vu comment tourne parfaitement un jeu vidéo avec quelques effets de ray tracing sur une 3060 ? C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. On n'a plus besoin d'aller sur les machines qui font 5 kilos. Vous avez des machines donc studio avec lesquelles on va pouvoir jouer. Lancer League of Mais Legends. est-ce qu'on ne va pas accélérer l'obsolescence de la machine à ce moment-là? Parce que c'est vrai que. Pour jouer en 1080p, ce qui est quand même clé, fondamental, c'est le AAA saut. dans 4 ans nécessitera peut-être tellement de puissance qu'avec une machine. Historiquement, là, désormais, ça n'est plus vrai. Avec des machines même anciennes, moi j'ai un vieil Alienware de 2014, je joue à tout. Parce que je mets tous les effets à fond. Oui, j'ai un PC gaming de 2014. C'est un très gros Alienware, il fait 5 kilos, il me sert aussi à regarder des films avec mon fils, mais néanmoins, je peux jouer à tout. Est-ce que j'ai tous les derniers niveaux de qualité de graphique? Non, je pousse pas tout à fond. Mais ça je joue suffit quand même, amplement, bien je sûr, joue en évidemment. 1080, donc peut-être soyez un peu plus modeste et un peu moins frustré de ne pas prendre une Chez 3080. Acer, vous suivez cette. Oui, je rejoins complètement tendance. ce qui a été dit. Nous, on s'était rendu compte il y a quelques années que 40% des utilisateurs de machines gaming chez nous, Predator, ne lançaient pas de jeux vidéo. Ils les utilisaient seulement pour travailler. Ah oui, Donc du rendu 3D, du YouTube, montage vidéo, c'est etc. super. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a créé une gamme qui était dédiée. Justement, on a travaillé la colorimétrie de l'écran notamment, avec les gammes Concept D, qui rentrent dans cette catégorie studio, avec des machines qui sont, quand on les regarde sur les fiches techniques gaming, mais qui ont des spécificités au niveau de l'écran, au niveau du silence, et qui utilisent des drivers studio justement pour avoir des performances pour ces utilisations-là. Donc on a complètement... Qui sont jolis. Oui, merci. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui des machines un peu homogènes qui répondent à peu près à tout? Alors pas forcément à tout au top, mais qui nous permettraient de Bien temps en sûr, temps je de jouer à pense. un jeu avec un Ouais. taux de rafraîchissement Je élevé. pense aux Nitro qui sont assez sobres, sur lesquels on peut jouer, mais qui sont aussi des PC qui vont être un peu, on va dire, trop puissants pour de la bureautique, mais qui vont très bien faire de la bureautique, très bien faire du multimédia, mais qui sont poussés aussi pour le jeu vidéo. Donc, Et là, on est dans quelle gamme de prix avec ce type de on va machine? démarrer aux alentours de 800 € à peu près. D'accord. Mais alors là, l'aspect environnemental, les consommations électriques sur ces produits-là, Non, on est, pas pareil. Hein. on peut Quand pas. on être voit dedans. des alimentations, même pour des portables. C'est l'énergie que vous avez besoin ils pour sont faire grosses tourner les comme cartes ça, graphiques. c'est- Donc c'est malheureusement, Ça fait mal au ventre. c'est une catégorie qui est à part. Alors, Le jeu vidéo. fais tourner ton sèche-linge une fois par Ouais, semaine. je sais. Tu pars en vacances un petit peu pendant 40 semaines, tu fais tourner une fois par semaine, tu as fait tes 30 années de Non, mais gaming. bien sûr, Enfin, je veux dire, mais tout s'additionne. tout s'additionne, c'est vrai, mais alors deux choses. D'une part, alors tu as utilisé et je vais pouvoir jouer avec un très bon framerate. Oui, il y a un autre truc, les puces sont de plus en plus performantes. Les trois quarts du temps, je joue avec un ultra portable 14 pouces qui a même pas de carte graphique dédiée et je peux jouer en Full HD à 30 images par seconde à la plupart des jeux. Alors c'est une révolution et ça va s'accélérer. C'est-à-dire que les chipsets d'Intel aujourd'hui graphiques suffisent. T'as un... Intel et AMD, Ouais, d'accord. tu joues en 30 images par seconde. Moi, par exemple, je m'est arrivé de jouer à Doom dans le train, Doom 2016, Oui. à 40 images par Bon, c'est seconde. Doom. Non, Doom 2016. 2016, d'accord. Doom 2016. Et je suis à 45 images par seconde. Et il y a quelque chose d'autre qui nous attend pour l'an prochain, qui attend, là, il y a deux acteurs, il y en a un constructeur de PC, il y a un vendeur de PC. Intel arrive dans la course graphique gaming. Ouais. Donc nous allons avoir trois acteurs, deux choses. Ouh là Un, là, on a Ça reçu... donne des frissons, hein, Jérôme. Oh là là là. Là, Alors je je sais que sens, ça ne vous fait pas vibrer. Non, non, moi, Ah, non, non. sincèrement, je suis sérieux. Ce qui est assez important, c'est c'est que déjà important. AMD Charlotte vient aussi, de d'ailleurs. prouver qu'il est... Carte graphique, c'est. Il y a 2-3 ans, AMD a prouvé, on est revenu dans la course dans le CPU. Là, on vient de recevoir la première machine gaming intégralement AMD, équipée aussi avec du GPU mobile de qualité. C'est des grosses Radeon RDNA 2, là ça envoie du... Et là, l'an prochain, il y a Intel qui va arriver avec ses propres technologies, sa déclinaison de puce de l'ultra portable jusqu'au desktop. Et là, on va avoir un troisième acteur. Et tout ça avec l'amélioration des notes de fabrication, baisse d'ailleurs de facture énergétique dès l'an prochain chez AMD, peut-être jusqu'en 2023, à la gravure en 5 nanomètres qui arrive aussi. Donc On Nvidia, va pouvoir du jouer- souci- Nvidia a du souci à Oui. se faire. Nvidia, du souci à se faire. Et aujourd'hui, on Ouais. peut trouver des machines, d'autres je pense marchés. oui. Oui. Mais je pense au Swift 3X par exemple, qui est une petite machine 14 pouces, qui a justement un GPU dédié
c'est une machine qui est parfaite pour jouer à tous les jeux aujourd'hui et elle ne posera aucun souci. Et là, on est dans quelle gamme de prix aussi? On est aux alentours de 800 €. Ouais, toujours 800 €. Oui. À partir de 800 €, on peut trouver une machine polyvalente qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions Bien et de sûr. jouer Oui, aussi. bien sûr. Charlotte, il nous reste quelques minutes. Ouais. Il faudrait qu'on parle aussi des consoles parce que quand on parle de gaming, il y a aussi tout ce segment-là qui est très dynamique. Hein. C'est un peu l'âge d'or en plus de la console, là, avec les nouvelles générations qui sont arrivées. Et puis comme on le disait, les gens se sont retrouvés un peu plus chez eux, donc ont voulu aussi investir dans le divertissement, comme on le disait. Donc effectivement, c'est l'âge d'or. Tous les constructeurs ont lancé leur nouvelle génération. Donc on a la PlayStation 5 dont on ne parle plus, mais on en parle parce qu'il n'y en a pas forcément pour tout le monde. En tout cas, c'est compliqué Comment d'en ça se passe trouver. dans les FNAC? On trouve des PlayStation 5? Il faut les précommander. Donc on va en avoir sur cette fin d'année. Mais tout le monde n'aura pas sa PlayStation 5 pour Noël. En fait, le problème, c'est que tout le monde veut une PlayStation 5 et qu'aujourd'hui, Sony n'arrive pas à suivre la demande qui est juste exceptionnelle, on ne va pas se mentir. Xbox, c'est pareil, ils ont quand même sorti avec les séries X, les séries S, des bonnes machines, vraiment, qui viennent... Ils sont équivalentes en puissance, d'ailleurs. Oui, hein. qui sont exactement, qui sont le pendant de la PS5. Donc après, on sait qu'il y a ceux qui sont plus Xbox et ceux qui sont plus PS5. En général, ils ne se parlent pas trop, C'est comme ces Mac et gens-là. PC, quoi. Exactement. Mais Je te parle pas d'ailleurs, tiens, ça t'apprendra. donc voilà, donc exactement de la même manière, la série X qui est la plus haut de gamme est quand même très contrainte. Il y en aura, mais encore une fois, pas à hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Mais il faut parler aussi de la nouvelle Switch OLED. Qui est une petite révolution parce qu'encore ce fameux écran OLED, plus de mémoire et qui là pour le coup sera disponible et qui commence déjà à cartonner. On en fait bien plus que la standard, même si elle a... Il faut dire que la claque visuelle de l'OLED, Ah oui. même sur une petite console comme ça, c'est... L'écran a grandi. Hein. Ouais. L'écran a grandi. Et c'est impressionnant, C'est il y a OLED. plus de contraste, enfin, on se retrouve avec des noirs profonds, etc. Mais réservez-la quand même. Hein. Nintendo a annoncé, on voulait pour 100 unités qu'on pouvait produire, ils ont été obligés de baisser de 20% les forecasts de production parce que impossibilité de se fournir dans certains composants. Très bien, bon, ça va être chaud. Donc Switch, PlayStation 5, Xbox, Une nouveau Oculus. nouvelle Oculus aussi. Ah oui, Allez, Oculus ça aurait été Pro. dommage de ne pas en parler. Le Quest Ah, bien 2, sûr. très sympa. Voilà. La porte entrée Ça, vers ça le décolle, ce métavers. type de Métaverse. produit. Supporte avec son Je l'ai métavers. casé 5 fois, je crois. hein. Ça décolle, il eh y a des clients pour ce Et il type y en a de plus en d'appareil. plus. D'accord. Chaque année, il y en a un peu plus que l'année précédente. Et donc, on croit forcément qu'en plus, avec la dématérialisation qui arrive, ce genre de format sera aussi important dans les années qui viennent. Et sincèrement, c'est une expérience que je vous invite à tenter. Ouais, hein. c'est un chouette produit. Le Quest 2, on en parle souvent avec Jérôme, hein, ça fait 1 an qu'il est sorti, mais c'est vraiment... Moi, c'est le premier produit VR qui m'a donné envie d'y plonger et d'y rester des heures. En fait. C'est le meilleur équilibre, Franchement. qualité de fabrication, équipement-prix. Et ergonomie, parce que voilà, tout de suite, on comprend comment ça fonctionne, c'est impressionnant. Il y a un petit progrès à faire sur l'autonomie quand même. Ah. Bon, ça viendra. C'est sûr. Je m'en fous, je suis malade en 15 minutes. Alors. Voilà. Parfait. Il préfère son gros Alienware de 5 kilos, tu sais. Oui, pour Alors, jouer à Doom 2016 dans le train. Ah non, tu t'es trompé de machine. Ah, à c'est la pas la maison, même machine. je jouais à d'autres choses. Ah, mais d'accord. Il y a la machine Doom et la machine. Voilà. C'est ça. Bon, Merci écoutez, beaucoup en tout cas pour ce témoignage et pour toutes ces explications. Merci beaucoup à Karim d'avoir été avec Merci nous. à Karim vous. Moyoun, directeur marketing et communication d'Acer France. Charlotte Massico, merci. Avec cette Merci à vous. longue période là qui va commencer de Black Friday dans quelques jours, on pourra faire de très très bonnes affaires. Tout à fait. À Et la découvrir fac, plein de d'ailleurs, hein, nouveautés bien sûr. aussi d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. je me permets de présenter Jérôme Colombin, quand même, représentant France de Meta. Hein, pour- C'est ça. Et Le Adrien métavers, ce n'est pas Branco. que méta. Et Adrien qui était avec nous journaliste à Honnête. Merci pour ton expertise, Adrien. Ouais, merci Adrien. Le tour de la question se termine pour le PC. On sera là demain. On poursuit notre semaine Labo Week. Demain, vendredi, avec 2 grands rendez-vous. Jérôme, hein. Et oui, on parlera d'abord des smartphones. Bien sûr. En fin d'après-midi, on vous réserve une émission spéciale smartphone. Ça va être un gros morceau quand même. Et puis, à partir de 19h, on sera en direct sur 01 TV pour la cérémonie des 01net Fnac Darty Awards. Voilà, vous avez raté le festival de Cannes. C'est pas grave. Oui, En c'est revanche, pas on grave. vous attend demain soir pour On- cette cérémonie. On sera pas en smoking, hein. Ça je peux vous le dire Ah bon quand même, mais ça va être sympathique. Merci en tout cas de nous suivre pour cette Labo Week et on se retrouve demain, bien évidemment. À très vite. Salut à tous.